Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision rwandaise, la grande édition de ce 11 août 2022. Nous sommes au 5e jour du recensement général de la population et de l'habitat, le 5e dans l'histoire du Rwanda, où la population est invitée à collaborer pleinement pour le plan succès de cette activité. Et au menu de cette édition, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, au 2e jour de sa visite au Rwanda. Et les deux hautes personnalités ont évoqué, entre autres, le renforcement d'une bonne coopération existante entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la stigmatisation qui pèse encore sur les personnes vivant avec le VIH-Sida. Bienvenue encore une fois à ce journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, s'est entretenu ce jeudi avec le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui est en visite au Rwanda. Les échanges entre le chef de l'État et le haut diplomate américain ont entre autres tourné autour de l'excellente coopération existant entre le Rwanda et les États-Unis et surtout sur comment promouvoir davantage cette coopération, comme nous le dit Kassim Youssouf. Après l'entretien que le président de la République, Paul Kagame, lui a accordé, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avec son homologue du Rwanda, le Dr Vincent Biruta, ont animé une conférence de presse qui a porté sur différentes questions, dont celle en rapport avec l'insécurité en République démocratique du Congo et de l'affaire Paul Rusesabagina. À propos de l'insécurité en République démocratique du Congo, le ministre des Affaires étrangères, le Dr Vincent Biruta, a présenté la position du Rwanda. The presence of the FDLR and the close collaboration with the army of La présence des FDLR et l'étroite collaboration avec l'armée de la RDC ont été la cause la plus significative de l'insécurité et cela permet aux FDLR de mener des opérations terroristes sur le territoire du Rwanda, chose que le gouvernement du Rwanda ne peut jamais accepter. Le ministre Biruta s'est en outre exprimé sur le dossier de Paul Rusesabagina que la justice du Rwanda a condamné de la peine de 25 ans de réclusion alors que les États-Unis exigent sa libération. La personne a été condamnée, une sanction lui a été infligée, il est en détention et il va purger sa peine. Croire qu'il y a une pression qui va faire que les Rwandais se réveillent un matin et entendent dire que quelqu'un est libéré suite à la pression étrangère, ça n'existe pas. À propos de l'insécurité en République démocratique du Congo, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est revenu sur la position et le point de vue des États-Unis. There are very credible reports of support for armed groups by all sides, including. Il y a des preuves que le rapport a révélé selon lesquelles les deux parties soutiennent des groupes terroristes, qu'ils soient les FDLR soutenus par l'armée du Congo ou le M23 appuyé par le Rwanda. Notre position sur cette question est claire. C'est que ce soutien pour chaque groupe soit arrêté. Concernant les FDLR, il y a des attaques que ce groupe a menées contre le Rwanda et nous avons vu des preuves qui montrent le soutien de l'armée du Congo. J'ai parlé de cela avec le président de la RDC et je lui ai demandé que ce soutien et cette collaboration soient arrêtés, tout comme nous demandons que le soutien apporté au M23 soit stoppé. Ces groupes terroristes doivent mettre fin à leurs activités criminelles pour qu'ils s'en suivent la voie des pourparlers. Et puis, les deux chefs d'État, celui du Rwanda et de la RDC, ont amorcé la voie des pourparlers pour résoudre ce problème avec le président Kenyatta et d'autres conciliateurs dans les pourparlers de Nairobi.
Nous allons soutenir davantage cette voie. Clear to me that they're prepared. Le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères a également visité le mémorial de génocide de Kigali à Gisozi et a écrit dans le livret d'or, je cite, « Je suis profondément ému par ce mémorial et inspiré par la résilience des rescapés et les progrès remarquables de ce pays. Ma famille a vécu les horreurs de l'Holocauste et j'apprécie l'importance de commémorer de tels événements tragiques. Les États-Unis soutiennent fermement les efforts continus du Rwanda vers le renouveau et la réconciliation nationale. » Fin de citation. Et toujours à ce propos, nous sommes en ligne avec Alexis Nizeimana. Il est analyste politique. Alexis, bonjour. Bonjour. Oui, vous suivez de très près la politique internationale, la politique africaine, en particulier la politique de la région des Grands Lacs. Le passage du secrétaire d'État américain à Kigali, à Anthony Blinken, a été caractérisé par des échanges avec les autres autorités du pays, son Excellence le président Paul Kagame, et au terme duquel il a animé une conférence de presse conjointement avec le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Et parmi les sujets évoqués, il y a le cas Paul Rusesabagina, condamné pour terrorisme au Rwanda, condamné pour 25 ans d'emprisonnement. Et les États-Unis ont évoqué en quelque sorte des inquiétudes quant à sa condamnation. Est-ce qu'on peut dire que ce passage à Kigali va permettre aux États-Unis d'avoir une meilleure compréhension de ce problème, de ce cas Rusesabagina? Alors, merci. Le problème de Paul Rusesabagina est avant tout une affaire judiciaire. Faire pression sur le gouvernement rwandais serait une contradiction des États-Unis concernant les valeurs qu'ils disent promouvoir, comme la démocratie ou bien les droits de l'homme et autres. Savoir si les États-Unis vont baisser cette pression ou bien ils vont avoir une bonne compréhension. D'abord, durant cette période de préparatifs de la visite de Blinken, les autorités américaines ont pu collecter les avis des Rwandais à travers des différents médias à propos de cette affaire. Je pense que même Blinken, dans son allocution, a affirmé que son pays veut toujours renforcer ses relations avec le Rwanda. Et le Rwanda a été ferme à propos du cas de Rusesabagina. Alors, pour que ces relations continuent et que les États-Unis continuent à travailler avec le Rwanda, que ce soit dans des relations diplomatiques, que ce soit dans le maintien de la paix dans différentes missions de l'ONU, il faudra que les États-Unis tiennent en compte, je dirais, la position du Rwanda, parce que le Rwanda a été ferme à propos de ce cas de Rusesabagina, que c'est une affaire judiciaire qui a été déjà terminée, oui, et qu'on ne peut pas le négocier en politique, parce que c'est une affaire judiciaire, et je dirais que les faits les faits déjà présentés à la justice sont valables et d'ailleurs certains facts ont été envoyés par les instances des États-Unis. Alors, je pense que les États-Unis vont comprendre davantage cette relation et privilégier le partenariat avec le pays plutôt que se pencher vers un individu qui a été condamné par la justice. Oui, et justement, le ministre Vincent Biruta a clairement indiqué que le Rwanda ne peut pas céder à aucune pression sur ce sujet. Un autre sujet évoqué au cours de la conférence de presse animée conjointement par le ministre Vincent Biruta et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, c'est la sécurité du Rwanda et surtout les accusations évoquées ces derniers temps par le Congo et le rapport des experts des Nations Unies sur le soutien du Rwanda vis-à-vis des rebelles du M23 qui combattent à l'est de la République démocratique
du Congo. Alors, à ce sujet, est-ce qu'on peut dire que la cause du Rwanda qui a toujours montré qu'il y a un danger qui n'est pas évoqué à l'est de la République démocratique du Congo, un danger pour la sécurité du Rwanda. Est-ce qu'on peut dire que cette cause du Rwanda peut finalement être entendue comme cela se doit? Je dirais que les menaces sécuritaires du Rwanda sont compréhensibles. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Je dirais que cette visite est avant tout dans les intérêts des États-Unis dans la région et non pour le Rwanda ou pour la RDC. Ils comprennent bien le problème. Je dirais les États-Unis comprennent bien le problème. Ils ont arrivé au niveau de qualifier de FDLR comme je dirais une unité terroriste. C'était les États-Unis qui ont été les premiers à le qualifier ainsi. Alors, les États-Unis font partie du Conseil de sécurité en permanence. Ils ont des informations provenant de la MONUSCO et autres agences américaines qui travaillent en RD Congo. Ils comprennent le problème. Mais le reste est de savoir où sont les intérêts vis-à-vis de cette situation. Si les intérêts des États-Unis sont menacés par la collaboration des FARDC et des FDLR, et les Américains vont comprendre mieux le problème. Si ça leur arrange cette collaboration, ils vont chercher autre bouc émissaire pour lui accuser de l'insécurité. Mais comme l'a souligné le ministre rwandais des Affaires étrangères, la route cause du problème, c'est cette collaboration des FDLR qui sont constitués en principal par les groupes génocidaires qui ont commis le génocide contre les Tutsis du Rwanda et toutes les autres minuscules groupuscules qui ont été formés en RDC ont trouvé la raison d'être sur l'être de ce groupe et des FDLR. Alors, je dirais que les menaces que les FDLR causent pour le Rwanda, les États-Unis les comprennent bien, mais comme je l'ai mentionné, cette visite est dans le cadre de protéger les intérêts des États-Unis dans la région et non pour apaiser cette tension entre les pays. Évidemment, les intérêts ne peuvent pas être discutés sans évoquer cette question d'actualité qu'est la sécurité. Oui. Alexis, vous avez suivi les déclarations de ce chef de la diplomatie américaine et au terme de cette tournée. On peut dire que son passage dans la région laisse quoi finalement? Premièrement, cette tournée, comme je l'ai mentionné, dans les intérêts des États-Unis, et cette tournée laisse, je dirais, une information qui montre aux pays africains et au monde que la suprématie des États-Unis est toujours là. Après un déclin, lorsqu'ils étaient gouvernés par Donald Trump, qui voyait l'Afrique comme une poubelle qu'on ne peut pas toucher. Ce passage de cette tournée laisse savoir que les États-Unis veulent montrer que ils sont toujours là et ils sont suprêmes. Ensuite, c'est une tournée qui va dans la ligne des États-Unis de contrer l'avancée de la Chine et la Russie en Afrique. Et cela se remarque dans le discours de l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, Madame Greenfield, qui déclarait aux ambassadeurs africains à l'ONU de ne pas acheter autre chose que les grains, les céréales et les engrais chimiques en Russie.
Alors, ce passage vient en complément avec cette philosophie, cette stratégie des États-Unis de contrer l'avancée de la Chine et de la Russie en Afrique. Oui. Enfin, la tournée montre aussi que la seule solution durable de régler les différends entre les pays voisins ou bien les régions voisines serait une solution régionale avec la médiation d'autres pays ou bien d'autres régions voisines, plutôt qu'aller chercher des solutions plus loin. Parce que Blinken a dit que les États-Unis soutiennent les accords de Nairobi. Oui. Donc, ce qui a été commencé par la région, c'est plus bénéfique. Et d'ailleurs, je dirais que cette puissance de loin est venue le confirmer. Je dirais que c'est une image simplement des États-Unis suprêmes qu'il veut montrer, mais aussi que les différends entre les pays doivent être résolus, je dirais, à la maison et non de loin. Oui, Alexis Nizaïmana, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste politique de la politique internationale, mais vous suivez aussi de très près la politique dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Oui. Et la suite de ce journal, le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la lutte contre la stigmatisation qui pèse encore sur des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le réseau indique que cette situation peut compromettre les efforts entrepris par le Rwanda pour lutter efficacement contre cette pandémie. Les résultats d'une recherche menée par ce réseau montrent que même si le Rwanda a réalisé un pas important dans la lutte contre le VIH-Sida, quelques cas de stigmatisation se manifestent encore dans la société. Une stigmatisation qui est lourde de conséquences dans cette lutte que le Rwanda a engagée. Il y avait une discrimination presque totale. Dans la recherche qui a été faite en 2009, on avait trouvé qu'à peu près 50% sont discriminés. Je dis les gens qui vivent avec le virus du sida, ils étaient discriminés par la société, les entourages, le lieu de travail et même aussi ils sont discriminés. Et pour le moment, la recherche qui a été faite, dont nous avons présenté aujourd'hui, ça nous a montré qu'on est en dessous de 13%. Ça montre qu'il y a un grand effort qui a été fait et que même pour le moment, les gens ont compris qu'un porteur du virus du sida, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que nous avons pour le moment les traitements. Et au Rwanda, c'est gratuit, on ne paie rien. Et tu vois que maintenant, avec la sensibilisation, avec l'engagement de tout le monde et de toutes les institutions, on commence à voir que le sida c'est un problème puisque c'est un fléau, mais ce n'est pas très dangereux pour celui qui porte ce virus. Il peut vivre longuement comme tant d'autres, il peut évacuer ses travail comme tant d'autres. Souhaite que dans 2030, il faudra que le stigma soit réduit jusqu'à zéro. Nous allons venir à la case de départ. Les gens qui sont discriminés, ils vont se cacher là-bas. On ne va pas les empêcher de faire la sexualité. Ils vont éparpiller. Le virus va encore revenir à la case de départ. Nous risquons de voir une prévalence encore élevée de nouveaux cas qui se produisent encore. Donc nous avons l'intérêt de les intégrer pour ne pas continuer à propager le virus de VIH-Sida. Et santé toujours, des spécialistes en santé mentale admettent que la narration des faits qu'on a vécus et le dialogue dans la joie chez les personnes souffrant de troubles mentaux est une thérapie puissante, comme nous le suivons dans ce récit que nous a préparé Kassim Youssouf. Marthe Mukadihana et Mukarutabana Mélanie ont souffert du traumatisme consécutif au génocide perpétré contre les Tutsis. Elles disent que rencontrer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes problèmes comme elles est un remède qui les préserve de la solitude car ils discutent et sourient.
Des spécialistes en santé mentale en provenance de 30 pays de différents continents participent à Kigali à la conférence internationale d'une semaine dont l'objectif est de débattre sur la prise en charge du trouble mental à l'aide de la méthode consistant à raconter des nouvelles. La raison de la tenue de cette conférence au Rwanda résulte du fait que les Rwandais ont vécu des moments difficiles de génocide perpétré contre les Tutsis qui a laissé des séquelles, notamment le traumatisme et le désespoir pour un grand nombre de personnes et du fait que les Rwandais n'ont pas sombré dans le chagrin. Uwamaria Marguerite est une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle indique que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils accomplissent des activités artistiques génératrices de revenus, ils ne sombrent pas dans la solitude. L'enquête que le ministère de la Santé a effectuée en 2018 au sein des rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis entre 24 et 65 ans à ce moment-là a révélé que 35% d'eux souffrent du chagrin excessif, 28% de traumatisme et 27% de stress. Le spécialiste en santé mentale et professeur à l'Université du Rwanda, le professeur Vincent Sezibera, indique qu'il y a des symptômes que tout le monde peut tenir en compte et aider celui qui a un problème au lieu de l'ignorer et que la situation s'aggrave jusqu'au suicide. Il revient ici sur les méthodes dont on se sert dans la prise en charge des cas de troubles mentaux. uburyo rero mbarankuru hari no gufasha umuntu kubara inkuru y'ubuzima bwe ahuza yego ibimugoye ariko anagaruka ku mbaraga. La méthode qui consiste à raconter des nouvelles, c'est aider une personne à raconter l'histoire de sa vie en harmonisant les difficultés auxquelles elle est confrontée tout en revenant sur ses forces, parce que c'est sur ses forces que vous allez vous appuyer pour l'aider. Et ici, on utilise ce dont la personne est habituée au lieu de demander à une personne comment elle va. Vous pouvez lui dire de considérer une échelle. Lorsqu'on monte, cela signifie que la personne progresse. On peut utiliser la parapluie comme illustration en demandant au patient les parapluies dont il se sert pour se protéger contre le soleil et des gouttelettes d'eau lorsqu'il pleut. Cela fait qu'on comprend que dans la vie, on dispose des choses qui, comme le parapluie, nous protègent du soleil et de la pluie. C'est donc la méthode dont nous nous servons et que nous enseignons à ceux qui pratiquent la profession qui consiste à aider ceux qui souffrent du traumatisme. Abakora uyu mwuga w'isanamitima abakora umwuga wo gufasha abafite ibibazo bitandukanye harimo n'ihungabana. L'Organisation mondiale de la santé indique qu'environ 1 milliard de personnes souffrent de problèmes de chagrin excessif et de dépression et 70% d'eux ne bénéficient d'aucune aide. Dans les pays développés, seules 7 personnes sur 10 bénéficient de l'aide et dans les pays en développement, 12% sont prises en charge. Le ministère rwandais de la Justice a signé un accord de partenariat avec l'Université américaine de droit. Cet accord comprend un long projet qui a entre autres pour objectif de faire une campagne de sensibilisation pour faire comprendre le bien de l'aveu de culpabilité pour les accusés. Ce projet qui s'étend sur une période de 5 ans permettra d'aiguiser la connaissance du personnel œuvrant dans le domaine juridique dans l'optique de contribuer à la prévention des crimes. Le projet concerne la procédure de plea bargaining. C'est un concept qui est d'origine anglo-saxonne et qui prévoit que les suspects poursuivis pour un crime, une infraction quelconque, peuvent entrer en accord avec le parquet afin d'aboutir à un consensus pour que les suspects puissent avoir une réduction des peines ou bien ils puissent avoir une peine alternative à l'emprisonnement. L'accord d'aujourd'hui avec l'Université de Pepperdine des États-Unis vise à soutenir les institutions qui sont dans la chaîne de justice pénale au Rwanda afin de pouvoir mettre en application cette procédure qui, par ailleurs,
se trouve dans les articles 25 et 26 du Code de procédure pénale, qui depuis 2019 n'avaient pas encore été mis en application de manière effective. Alors l'accord concerne une phase pilote qui s'étend sur 5 juridictions, 5 tribunaux de grande instance, et sur une période de 5 ans. Donc, nous espérons que dans les 5 ans, à partir de cette année, nous aurons des résultats satisfaisants, des résultats de cet accord, dans le cadre de la réduction des cas ou des dossiers devant le Rwanda Investigation Bureau, devant les parquets, devant les juridictions. Et nous espérons aussi que l'accord aura un impact effectif sur la décongestion des prisons. Parce que plus il y aura des gens qui vont adopter la procédure d'aveu et de plaidoyer de culpabilité, et plus il y aura peu de gens qui seront envoyés en prison par les tribunaux, et plus nous espérons les décisions qui seront prises par différentes institutions seront de très bonne qualité, parce que les décideurs, que ce soit le procureur, que ce soit les investigateurs, que ce soit les juges, auront eu un temps suffisant d'analyser chacun des dossiers et dans un temps record. Donc nous pensons que si le projet est bien mis en œuvre, il aboutira à des résultats satisfaisants. Et voilà, c'est par ici que nous allons clôturer cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, Jean Damascène Manishimé, je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de la télévision rwandaise.